Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart for Change chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine de rebond, une semaine de soulagement, on va le dire comme ça, pour les marchés globaux, pour les marchés d'actifs risqués et notamment pour les indices actions aux États-Unis ou en Europe. On a vu la tech américaine rebondir assez nettement ces dernières séances pour clôturer une semaine positive sur l'ensemble des actions mondiales. Le MSCI World doit gagner entre 2,5 et 3% sur l'ensemble de la semaine. La performance hebdomadaire est positive également en Europe. La question étant de savoir, est-ce que ce rebond est durable ou est-ce que c'est un rebond temporaire après les secousses que les marchés ont encaissées ces dernières semaines, à commencer par l'épisode estival du 5 août et la semaine passée qui était une semaine de rentrée, on va le dire, pour les investisseurs, qui aurait été une semaine de retour de stress également. Ce stress est pour l'instant évacué. On verra ce qu'il en est pour la semaine prochaine, qui sera une semaine là aussi importante, avec la suite des décisions de politique monétaire. Nous avons eu la BCE, entre autres, cette semaine. La semaine prochaine sera marquée évidemment par l'entrée en jeu de la Réserve fédérale américaine dans le cycle des baisses de taux, avec une entrée en matière qui n'est pas encore tout à fait tranchée. Et ce sera la question pour nos invités de Planète Marché dans un instant. Comment est-ce que la Fed peut démarrer de la meilleure manière possible son cycle de baisse de taux la semaine prochaine. Nous suivrons également les décisions de la Banque d'Angleterre ou encore de la Banque du Japon dans les prochains jours. Pauline Gratel vous redonne tous les détails dans un instant sur cette semaine boursière et cette séance positive pour clôturer cette semaine. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque mois, nous faisons un point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF et nous profitons de l'observatoire ETF de Yomoney avec le directeur des investissements de Yomoney, Olivier Malteste, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, une semaine de soulagement effectivement pour les actifs risqués qui s'est traduite par un rebond, notamment sur les marchés actions. Oui, la tendance est en légère hausse aujourd'hui pour l'ensemble des bourses européennes qui enregistrent une hausse d'environ 2% au cours de la semaine. Sur le marché obligataire, les rendements sont stables à 3,65% pour le 10 ans américain et entre 2,10 et 2,15% pour le 10 ans allemand. À noter, l'or franchit un nouveau plus haut historique à plus de 2600 $ l'once, tandis que le dollar continue son repli sur le marché des changes. Il est au plus bas de l'année face au yen. Côté statistique, les investisseurs ont jeté un œil aujourd'hui aux chiffres de production industrielle pour la zone euro. Oui, pour le mois de juillet, la production industrielle recule de 0,3% sur un mois. Les analystes tablaient sur un recul plus important de 0,6% sur un an. En juillet, la production industrielle est en baisse de 2,2% après un recul plus important le mois précédent de 4,1%. Et puis du côté des entreprises, les résultats d'Adobe aux États-Unis étaient publiés hier soir après la clôture. L'entreprise fait état de bénéfices inférieurs aux attentes des analystes. Adobe évoque la forte concurrence et la faible demande sur ses outils d'intelligence artificielle. Le titre ouvre en baisse de plus de 9% à Wall Street. Et puis toujours aux États-Unis, signe d'un climat particulièrement dégradé, les salariés de Boeing ont finalement voté la grève. Oui, alors que Boeing connaît déjà des retards de ses livraisons, cette grève votée à la majorité entraîne la fermeture de 2 usines dans la région de Seattle. Les salariés ont rejeté la nouvelle convention proposée par Boeing à 95%. Le titre ouvre en recul de 2% à Wall Street. Et puis un flux de nouvelles particulièrement compliqué en France pour le groupe Worldline qui a annoncé aujourd'hui le départ de son directeur général Gilles Grappinet. Oui, il était à la tête du prestataire de paiement depuis 11 ans. La société a également abaissé ses objectifs financiers pour cette année. Désormais, Worldline n'attend plus que 1% de croissance organique du chiffre d'affaires. Le titre plonge de 20% à Paris. Il est à son plus bas historique et dernier du SBF 120. Vincent Bolloré va retirer plusieurs de ses filiales de la cote. Le groupe Bolloré a annoncé qu'il allait lancer une offre publique de retrait sur 3 de ses filiales pour simplifier sa structure. Il s'agit de la Compagnie du Cambodge, de la Financière Moncey et de la Financière de l'Artois. Le titre Bolloré est en tête du SBF 120 après ces annonces et est en hausse de plus de 5%. Et puis la semaine prochaine, les investisseurs font face à la montée en puissance des décisions de politique monétaire. Oui, ils prendront donc connaissance de la décision monétaire
secrétaire de la Réserve fédérale qui devrait baisser ses taux directeurs. La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon rendront également leur décision de politique monétaire. La seconde estimation de l'inflation du mois d'août pour la zone euro est attendue. Merci beaucoup Pauline. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Pelloual est avec nous, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Axel Bott nous accompagne également, le directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. Et Florent Delorme également avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments. N'y allons pas par quatre chemins. Axel, le cycle global de baisse de taux, comment peut-il se développer? Et avant cela, comment est-ce que vous voyez la Fed entrer dans le jeu la semaine prochaine? Alors, je pense que la Fed va baisser les taux, évidemment, probablement de 25 points de base plutôt que 50, même si on voit bien que le marché est assez indécis entre les deux options. Pourquoi 25 ? Parce que même quand ils étaient très derrière la courbe sur l'inflation il y a un peu plus de 2 ans, ils avaient initié leur cycle par un petit mouvement quitte à faire 50 et plusieurs fois 75 par la suite. Je pense que c'est la bonne façon de débuter un cycle monétaire, d'autant qu'ils ont assez cadré, je pense, les anticipations sur leur fonction de réaction vis-à-vis de l'emploi en disant qu'entre 80 000 et 120 000 créations d'emplois nets, finalement, on était dans cette nouvelle norme. Et ce qu'on peut en comprendre, c'est que ça veut dire 25. Donc les derniers chiffres d'emploi, quoique plus sensiblement plus faibles que précédemment, nous calent sur des pas de 25. S'il y avait un affaiblissement à partir en dessous de 80 000, assez net, probablement il faudrait anticiper des mouvements un petit peu plus forts. Donc voilà, je pense qu'on s'inscrit dans ce schéma. Et puis toutes les autres banques centrales vont suivre, à l'exception de la BOJ. Mais je pense qu'on est assez tous dans un mouvement similaire. Un peu. Le schéma que la Fed a appliqué pour la hausse des taux, ça reste un schéma valable pour le démarrage du cycle de baisse de taux, quitte à devoir accélérer les pas. C'est ce que je comprends. Et dans cette idée-là, la Fed donnera le tempo comme elle l'a donné aux autres dans le cycle de hausse de taux. Quand la Fed passe à 50 puis à 75, ça implique aussi pour d'autres banques centrales de suivre, en tout cas à due proportion, le rythme impliqué, généré par la Fed. Pour la BCE, ça peut être effectivement assez gênant si la Fed se met à être beaucoup plus agressive, compte tenu un peu de l'indécision qu'il y a, notamment sur le diagnostic sur l'inflation qui est fait par la BCE. Je pense qu'on aura assez vite cette question qui va se poser parce que dans le cas de la BCE, on sait que le taux neutre était estimé entre moins 0,75 et 1% en termes réels, ce qui fait que la borne de 3% va commencer à s'approcher. On sait que Schnabel est très attentive à ce niveau-là et qu'on peut sans doute baisser un petit peu les taux parce que, même si Lagarde l'a totalement éludé hier, il y a toutes les politiques quantitatives qui contribuent à resserrer la politique monétaire. Donc il y a une marge quand même de négo entre les Dove et les Hawks au sein du Conseil des gouverneurs. Cette question de la proximité de la neutralité peut être contraignante, en particulier si la Fed est très agressive. Oui, c'est ça. Donc ça va être un sujet, effectivement. Pas évident qu'on trouverait facilement un consensus au sein de la BCE s'il fallait s'ajuster sur un rythme de la Fed plus agressif. Oui, je pense, effectivement, surtout quand on regarde les tensions nominales internes. Malgré la très faible croissance, il y a toujours une inertie d'inflation. On s'inquiétait de la BCE qui partait trop tard et finalement elle est quand même partie avant la Fed, et puis on risque demain peut-être de s'inquiéter d'une BCE qui ne suivrait pas une Fed si elle devait être plus agressive. Oui, surtout que les instruments monétaires ne sont pas tous, disons, alignés. Je pense que la Fed, probablement assez rapidement, arrêtera le quantitative tightening, ce qui est quand même beaucoup plus dans la logique monétaire habituelle que de à la fois faire du quantitative tightening, baisser les taux, agir sur une multitude de marchés. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué du côté de la BCE. Bon, Benoît, est-ce que, avant même la réunion de la Fed, est-ce que vous avez tranché la question du 25 ou 50 points de base pour commencer? Est-ce qu'on coupe les cheveux en quatre ou est-ce que ça a quand même de la pertinence de discuter de ce premier mouvement et du signal que ça peut envoyer? Oui, c'est très important. C'est un meeting qui est... Enfin, les marchés sont très partagés dans les anticipations. L'équilibre entre 25 ou 50 points de base, il est pas
Le cap pour 50 est un peu remonté là, depuis quelques jours, enfin depuis 24 heures, avec des papiers du Wall Street Journal, du Financial Times, et des propos d'anciens banquiers centraux américains. J'ai retenu par exemple Bill Dudley, l'ancien patron de la Fed de New York, qui dit, lui, qu'il y a un strong case pour délivrer un 50 points de base la semaine prochaine. Oui, ça fait un peu remonter quand même cette idée-là. Et donc il y a forcément une grosse partie qui sera déçue en fonction du choix qui sera réalisé. Donc, la moitié, voilà. Donc c'est pour ça que ce meeting il est assez risqué, avec effectivement le risque de décevoir avec seulement 25 points de base. Et je pense qu'il y a matière plutôt à déception de ce côté-là, parce que l'économie américaine semble plutôt justifier une baisse de 50 points de base quand on regarde ce qui se déroule sur le marché du travail. Et c'est le mandat de la Fed. C'est justement la différence avec la BCE. La BCE, c'est que l'inflation en réalité, et le marché de l'emploi est tout aussi important que l'inflation pour la Fed, donc ça fait une différence qui est assez importante. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte d'envoyer un signal très négatif au marché, de baisser de 50 points de base. C'est généralement parce que ça se passe mal qu'on baisse de 50 points de base, en tout cas c'est historiquement ce qui s'est déroulé. Quand on regarde les chiffres, effectivement, du côté de l'inflation, le CPI, c'est vrai que c'est un gros morceau, l'immobilier, etc., mais c'est plutôt retardé. On sait que c'est pas forcément ce qu'il y a de précurseur dans les données d'inflation, donc c'est pas forcément ça le plus important. En revanche, ce qui se passe depuis cet été sur le marché du travail justifie effectivement d'aller peut-être un peu plus vite dans les baisses de taux, parce que c'est vrai qu'il y a ces indicateurs statistiques qui montrent que le rythme de remontée du chômage est compatible avec un risque de récession, etc. Mais de façon plus générale, quand on prend tous les indicateurs sur le marché du travail, ça semble être plutôt compatible avec une vraie dégradation plus qu'une normalisation. Les emplois non pourvus, on est quasiment à la limite historique où s'il continue de baisser, le taux de chômage est censé en remonter. Les créations d'emplois, c'est la même chose. Le rythme, il est habituel avec ce qu'on voit dans un freinage, un vrai freinage de l'économie américaine. Donc la balance des risques a clairement basculé du côté de la croissance. C'est loin du tipping point. Attention au point d'inflexion qui fait que les choses peuvent déraper plus vite que ce qu'on imagine. C'est ça. Et il ne faut pas oublier aussi que le comportement par rapport à l'histoire des banques centrales a beaucoup évolué. Auparavant, on montait les taux jusqu'à ce que ça se passe mal pour les baisser très rapidement. Il y a une volonté de prendre plus de précautions. On maîtrise aussi peut-être mieux les délais de transmission de la politique monétaire et donc d'essayer d'être un peu plus proactif, je dirais. Et c'est notamment ce qui a été un succès dans la phase de remontée des taux. C'est-à-dire qu'on a été capable de remonter les taux assez agressivement, mais avec une communication assez habile, en promettant de les baisser très rapidement dès lors où ça serait possible. On peut imaginer un peu ce genre de choses à la baisse, c'est-à-dire qu'on se montre un peu proactif en disant voilà, il faut se mettre à anticiper ce qui va se passer. L'économie n'est pas du tout la même que celle des années 70, et donc la balance des risques est beaucoup plus du côté de la croissance. Il faut se mettre à anticiper. Donc je pense qu'on peut imaginer un discours de ce type-là. Maintenant, voilà, la probabilité, d'après les attentes de marché, ça reste plutôt sur les 25 points de base. Alors après, on peut imaginer aussi la communication. On a les ventes au détail encore, je crois, la semaine prochaine, qui sera le dernier chiffre avant la décision. Et il y aura aussi, ce sera accompagné des projections. Donc le fameux dot plot, on peut aussi imaginer, c'est pas un débat entre les membres de la Fed, c'est justement la collection du point de vue de chacun. On peut imaginer que si c'est que 25 points de base, ce soit accompagné de quasi-indications de baisse de taux assez agressives de la part des membres de la Fed qui pourraient compléter cette baisse de taux de seulement 25 points de base. Même si on ne fait pas 50, il y a d'autres moyens d'envoyer un signal. Un peu à l'image de ce qu'on a pu faire dans la phase de remontée des taux. Bon, qu'est-ce que vous dites de tout ça, Florent, chez MNG? Est-ce qu'il y a une bonne manière de présenter un 50 points de base au marché, si ça devait être le cas la semaine prochaine? Effectivement, nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que la Fed débutera avec 25 points de base. D'accord. La situation... respecte à peu près l'équilibre du marché. Bien. Donc la situation du marché de l'emploi ne nous semble pas suffisamment dégradée pour justifier un mouvement plus ample, pour débuter ce cycle. Les ventes de détail lors de leur dernière publication n'alertaient pas non plus spécialement sur la consommation américaine. Donc 25 points de base nous semble une manière d'infléchir cette politique dans la souplesse, dans la modération, et après quand même de nombreux mois où l'attention a été vraiment mise sur l'inflation, orchestrer une inflexion qui nous semblerait un peu trop brutale, avec une baisse de 50 points de base, pourrait apparaître comme une maladresse. Donc effectivement, nous pensons qu'il n'y a pas franchement de bonne manière de présenter une éventuelle baisse de 50 points de base. Le marché l'apercevrait sans doute comme un signal d'une dégradation peut-être plus marquée qu'escomptée de la situation. Donc 25 points de base, c'est une manière
débuter un mouvement sans créer un mouvement de panique. Donc c'est notre scénario principal. Ouais, voilà. ouais, je comprends. Et 25 points de base, enfin derrière ça, tranquillement, une baisse de taux par trimestre à chaque nouvelle projection, ou est-ce qu'il faut imaginer, en regardant peut-être sur 2025 aussi, qu'il y ait un risque, en tout cas, de voir les banques centrales accélérer le rythme qu'elles semblent vouloir mettre en place pour démarrer aujourd'hui? Notre idée, c'est que si les données économiques d'ici la fin de l'année ne témoignent pas d'un retournement de l'activité aux États-Unis, on aura sans doute une seconde baisse de 25 points de base avant la fin de l'année. Maintenant, à l'inverse, effectivement, si on avait 2 ou 3 publications de chiffres de l'emploi accompagnées, enfin mauvaises publications, accompagnées d'autres données importantes qui iraient dans le sens d'une dégradation plus rapide, c'est sûr que là, le 50 points de base pourrait intervenir. Parce qu'on a toujours une dose quand même d'anticipation dans le marché assez importante du point de vue des baisses de taux. Qui nous semble excessif, parce qu'effectivement, certains pensent qu'à horizon 12 mois, on pourra avoir plus de 200 points de base de baisse aux États-Unis. Ce serait compatible pour le coup avec un ralentissement assez violent, ce qui n'est pas notre scénario. Il nous semble que effectivement on est dans une tendance de ralentissement de l'activité. On sait que les ménages ont un potentiel de consommation qui va s'amoindrir avec le temps, mais on reste quand même dans un contexte où le déficit budgétaire américain reste encore significatif et où effectivement les entreprises comme les ménages ne sont pas non plus étouffés par le niveau actuel des taux d'intérêt. Donc notre idée, c'est plutôt que sur les 12 mois qui viennent, on va assister effectivement à une certaine normalisation de la croissance américaine, ce qui permettra à la Fed, par palier de 25 points de base, de descendre ses taux d'intérêt, mais sans doute pas de 200 points de base, voire un peu plus sur 12 mois, puisqu'il là serait plus compatible avec une dégradation plus sérieuse, assez brutale. J'entends. Axel ? Oui, je pense que je souscris tout à fait. Il n'y a aucun signe de credit crunch aux États-Unis. Donc on baisse des taux de 50 BP, 100 BP, 150 BP, quand réellement la dépense, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, on regardait l'investissement, la conso, on regardait le crédit conso qui est sorti il y a 2 ou 3 jours, était à plus 25 milliards en juillet. Plus 25 milliards, c'est dans la tranche haute de ce qui est généralement constaté. Donc il y a toujours ce désir de consommer et il n'y a pas de déficit. S'il n'y a pas de déficit de demande, on peut même demander ce qu'on espère en baissant les taux sur l'emploi, puisque c'est pas ça le sujet en fait. Donc j'ai vraiment du mal à croire qu'ils aient à vraiment agir rapidement sur les taux. L'idée est de préserver cette situation en disant il y a quand même un degré de restriction monétaire, parce que là l'inflation continue de baisser, donc je veux dire les taux réels restent quand même élevés aux États-Unis. Ça fait aussi partie de l'argumentaire de Powell depuis bientôt un an, de nous dire on sait ce que ça peut coûter de laisser des taux réels très élevés pendant longtemps, etc. Si l'idée est de préserver ce qu'on constate, un consommateur américain qui consomme, un taux de chômage à 4,2%, etc., et si ça nécessite de faire peut-être 50 points de base pour enlever rapidement la restriction monétaire qu'on constate, j'ai du mal à comprendre que ça puisse être si négatif que ça, peut-être, ou perçu comme si négatif que ça. C'est pas si négatif que ça, mais les taux réels ne contraignent pas la demande. Donc, est-ce que la Fed se trompe pas sur le degré de restriction? Quand on regarde le taux réel à court terme, qu'on compare à la croissance potentielle, comme souvent on fait, peut-être qu'on fait un truc assez basique et qui traduit pas vraiment la capacité de distribution de crédit qui est très forte encore aux États-Unis. Et donc, pour avoir vraiment un coup d'arrêt dans une économie aussi financiarisée, il faut vraiment que les gens aient du mal à se financer. Donc, je ne crois pas qu'on puisse en plus décourager l'épargne quand le taux d'épargne est aussi bas et relancer à la chose. Donc, je comprends bien ce qu'on peut espérer d'une baisse des taux dans ce cadre-là. Je suis pas bien sûr de ce que ça peut bien ça générerait pour le marché. Et aujourd'hui, on regarde l'activité primaire sur le crédit. On a débuté le trimestre avec une journée à 43 milliards. On émet tout ce qu'on veut. Donc, je ne sais pas si en fait la politique monétaire est restrictive. Elle a déjà d'ailleurs été assouplie avec la diminution du quantitative tightening de moitié
en année pleine, ça fait donc 35 milliards par mois qu'on réinvestit en plus par rapport à ce qui prévalait avant. On a déjà stimulé l'économie, en fait. Ah ouais, je comprends. Donc, la situation est déjà préservée de ce point de vue-là. Enfin, il n'y a pas d'écart. Waller le dit. Enfin, la hausse du chômage, c'est l'offre de travail. Il n'y a pas de licenciement dans l'économie. Donc, je pense que 25, c'est très bien et c'est le maximum avant que ça se dégrade. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas besoin de s'arracher les cheveux pour. Sinon, on prend un pari sur un autre scénario économique qui peut arriver. Peut-être qu'on devra réviser ça, mais effectivement, il ne me semble pas que la situation milite pour une réponse agressive. Bon, Benoît. Moi, j'étais presque un peu dans votre camp. Non, mais en me disant, effectivement, parce que... mais je comprends que la communication sur 50 BP, c'est difficile. Et moi, j'ai toujours entendu, si la Fed nous surprend, la Fed voit quelque chose qu'on ne verrait pas, qu'on ne voit pas, et c'est donc plus grave, etc. Bon... Alors, est-ce qu'on est vraiment dans cette situation ou pas ? Moi, si l'objectif est de préserver l'état de la situation d'un marché du travail qui reste OK, correct, bon pour tout le monde, peut-être que c'est le moment d'enlever 50 BP de restrictions monétaires. Il y a des effets de décalage aussi. Donc, si on tient compte aussi du lag, peut-être qu'autant se faire 50 BP d'un coup en disant que ça assurera toujours mieux la situation. Mais c'est pour cette raison qu'il y a une proportion importante d'anticipation sur 50 points de base, même si c'est pas, encore une fois, c'est pas le base case, mais sur cette question du degré de restriction, par rapport à la croissance potentielle, c'est vrai que si on regarde le rythme de croissance actuel dans lequel on arrive là en trimestriel aux États-Unis, ça va être la première fois où les taux de la Fed ajustés de l'inflation passent au-dessus du niveau de la croissance. Et il est vrai qu'historiquement, d'un point de vue cyclique, c'est généralement ça qui a précipité le freinage de l'économie. Donc dans cette volonté de se montrer un peu plus proactif que ce qu'on l'a été historiquement dans le fonctionnement de la politique monétaire, je pense que c'est un paramètre très important. Je pense justement aussi que c'est une pression qui repose aussi sur la BCE, puisque ça fait déjà assez longtemps où les taux sont assez nettement au-dessus de la croissance. Donc c'est dans cette zone-là où historiquement on s'aperçoit que c'est là où on entre dans le risque d'une erreur de politique monétaire qui me semble en plus renforcée quand on a juste un marché du travail qui en réalité a créé 2,3 millions d'emplois l'année dernière et une politique monétaire qui était calibrée avec un marché qui a quasiment créé 3 millions. Donc je pense que la pression est un peu plus forte effectivement, même si le base case reste sur 25 points de base, mais cette volonté d'être probablement un peu plus proactif fait qu'à mon sens, on a la justification pour placer 50 points de base parce qu'on est dans ce... Et dernier élément, sur le marché de l'emploi, je pense que ce cycle est très différent de tous les précédents. Le marché de l'emploi a été brutalisé comme jamais, je pense, dans l'histoire avec le Covid, et que effectivement, on a toujours tendance à penser que c'est un indicateur très retardé, etc. Ce cycle a été considérablement retardé de par les déficits budgétaires, etc. Au point où je pense que le marché de l'emploi est devenu très important dans les comportements de consommation des ménages. La dégradation de la part des ménages, de la perception qu'ils ont du marché du travail me semble beaucoup plus importante que dans les sensibilité beaucoup plus forte à ce qui se passe sur le marché du travail, dans le comportement de consommation. Et donc cette dégradation de la perception, elle se confirme, et c'est un des indicateurs qui montre que la dégradation du marché du travail, elle est peut-être un peu plus notable. D'ailleurs, elle est plus importante que ce qu'escomptait la Fed jusqu'à présent. La Fed attendait 4% de taux de chômage à fin d'année, on est déjà au-dessus depuis quelques temps. Donc je pense que c'est en tout cas quelque chose qu'on ne peut pas évacuer aussi rapidement. Bon, qu'est-ce que tout ça change ou pas pour l'investisseur d'ailleurs, Florence ? C'est-à-dire à l'aube d'un cycle de baisse de taux qui va quand même se prolonger, à quel rythme, jusqu'où ? C'est aussi une question. On parle beaucoup du sens du voyage, mais quelle est la destination des taux pour la Fed, pour la BCE ? C'est une grande question. Mais à ce stade, qu'est-ce que ça change dans une logique d'investissement un peu globale, diversifiée ? Alors c'est quand même une bonne nouvelle, l'amorce d'un cycle de baisse de taux pour les actifs risqués, c'est plutôt la promesse. L'amorce d'un cycle, c'est l'amorce qui est bonne. Après on verra. Mais oui, ok, je comprends. C'est quand même la promesse de soutien aux performances. Donc évidemment, ça milite plutôt pour le maintien d'une exposition aux actions. Notamment, et puis, alors c'est vrai que du côté du marché obligataire, cette baisse de taux est déjà bien valorisée. On a vu les courbes évoluer en anticipant effectivement cette séquence-là. Donc le marché obligataire sur la partie courte de la courbe et le crédit constituent encore des investissements potentiels, mais l'attractivité de ces placements semble moins évidente
il y a encore quelques mois. Donc, on ne prend pas trop de duration sur la partie courte de la courbe et on ne prend pas trop de risque de crédit puisque les spreads se sont quand même aussi bien comprimés. Donc, notre exposition au crédit est plutôt en zone basse et la duration a été un peu abaissée et se porte plutôt sur les parties longues. On va chercher du 30 ans, par exemple, avec une duration globale des portefeuilles qui est plutôt plus faible que ce qu'elle n'était il y a quelques mois. Donc, in fine, l'essentiel du risque se porte sur les marchés actions. Et après, compte tenu de la culture de M&G Investments, qui est plutôt une maison value, où il y a le souci de prêter une attention toute particulière aux valorisations, on a effectivement plutôt tendance actuellement à être sous-pondéré sur les valeurs technologiques, non pas parce qu'on pense qu'il y a une bulle ou parce que les valorisations sont vraiment un non-sens, qu'il ne faut pas être sur ce segment-là. Mais disons qu'on pense qu'il y aura des meilleurs points d'entrée. Et donc, l'exposition aux actions se fait plutôt au travers de valeurs de qualité ou alors du... C'est intéressant parce qu'on a vu le marché, justement, alors même dans la phase de rebond post-5 août... c'est plus uniquement les 7 magnifiques. Là, on l'a vu encore cette semaine. Nvidia est capable de tout arracher sur une séance. Donc, on va se garder d'intérêt Nvidia, bien sûr, aujourd'hui. Mais il y a une autre partie du marché qui réagit beaucoup plus positivement aussi depuis quelques semaines maintenant. Vous le constatez Oui, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde a vu le rattrapage Et ça, c'est un signe positif, de la cote hors technologie. Oui, on dit tous sur ces plateaux régulièrement qu'effectivement un marché sain, c'est un marché qui est porté par l'ensemble de la cote. Et donc effectivement, on est plus exposé aux valeurs de santé, aux valeurs bancaires. Donc du coup, on a de fait une exposition géographique plutôt européenne, mais aux États-Unis, on est sur le secteur bancaire ou sur la santé. Et la technologie, on va la chercher peut-être plutôt du côté de l'Asie que les marchés coréens ou taïwanais. Et on reviendra sur la technologie américaine à faveur temps et en heure, respiration de marché. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc on reste effectivement très, très constructif, en cohérence avec le scénario économique qui est le nôtre, c'est-à-dire celui d'une normalisation progressive de la croissance. Donc les marchés actions semblent la classe d'actifs la plus intéressante en se tenant à l'écart de la tech actuellement. Voilà, en synthèse, très clair. La position de la maison. Axel, qu'est-ce que ça implique effectivement ces baisses de taux qui vont quand même s'accumuler certains en sont déjà, au Canada on est à 3, la Suisse on verra aussi le 26 septembre comment ils réagissent face à la cherté peut-être du franc suisse aujourd'hui qui peut être un problème dans la gestion effectivement de la Banque nationale suisse. Mais qu'est-ce que ça change? Et puis les mouvements de courbe. Donc là, on est flat 2 ans, 10 ans, ça y est. Et c'est quoi la suite, quoi? C'est quoi une pente de courbe de taux qui serait compatible avec le monde de 2025? La suite, les phases de ralentissement qui s'ouvrent, c'est en général favorable à la pontification qu'on a déjà vu depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'on vient de niveaux de courbe qui étaient très inversés. Ça se désinverse au bénéfice des anticipations de taux courts. Peut-être qu'elles sont un petit peu excessives. Il y aura des à-coups, évidemment, dans ces mouvements de courbe. Mais effectivement, on est plutôt positionné pour une pontification de la courbe. Donc, on prendrait plus de duration sur le court ou sur le très long pour des raisons de gestion de risque que sur la zone intermédiaire qui est la plus sensible à éventuellement un repricing à la fois du risque d'inflation éventuel et puis je pense que le Trésor américain voudra rallonger sa dette à un moment ou un autre, aidé par la diminution du quantitative tightening de la Fed d'une part, certes, mais on aura cet effet malgré tout de duration vendue au marché, c'est-à-dire qu'en se rallongeant, le marché devra absorber plus de risques de taux, même si la Fed en prend une partie, il y aura cet élément qui va plomber un petit peu les marchés. Ça a été une stratégie du Trésor d'essayer de les mettre très courts, c'est ça, dans ces derniers mois, ces derniers trimestres. Oui, une stratégie et une contrainte aussi tout le début de 2023 avec l'histoire de debt ceiling, ils n'avaient pas tellement de choix. Bien sûr. Mais, mais effectivement, on a eu... je pense que Yellen n'avait pas envie de loquer des taux
à 5 pour 10 ans. Et donc, on était un peu contraint de charger la barque sur le 2, 3, 5 ans. Du coup, on a un problème de refinancement assez important dans les 2-3 prochaines années aux États-Unis, des déficits à 6% de PIB aussi. Donc voilà, il va falloir, je pense, avoir ça en tête. Et ça pousse à la pontification de la courbe. Bien sûr. Ouais. Et derrière la courbe, sur d'autres grands marchés, d'autres grandes classes d'actifs, comment les choses se diffusent justement partant de là? On ne juge pas le crédit particulièrement cher. C'est-à-dire qu'on est à peu près autour de la fair value. Les niveaux de spread contre Bund sont autour de 120 points de base, ce qui nous semble être des niveaux de valorisation qui peuvent tenir. Il y a un redémarrage un petit peu des fusions-acquisitions en Europe, auxquelles on peut être un peu sensible sur le marché du crédit. Donc les valorisations, le dividend yield qui rattrape un petit peu le rendement qu'on peut avoir sur le crédit, ça favorise un peu peut-être le retour de ces opérations qui ont été mises à mal par la remontée des taux quand même. Donc il va falloir peut-être que ça s'active de ce point de vue-là. Donc ça peut être un élément négatif pour le crédit, mais globalement les valorisations conviennent. Sur le high yield, on a été très porté par la réduction de l'offre, c'est-à-dire que notamment les segments simple B, il n'y a pas d'offre, donc plus personne n'émettait. C'est resserré mécaniquement. Ça semble un peu cher, mais on ne perçoit pas un cycle de taux de défaut très négatif. Donc on va rester aux alentours de la moyenne historique. Il y a encore à faire sur le segment du high yield, sur le WB. L'inflation me semble extrêmement peu chère, quoi qu'on en dise. Je veux dire, il y a eu un effondrement des points morts qui me semble tout le monde a capitulé sur l'idée de l'inflation. C'est une classe d'actifs qui est de toute façon toujours mal aimée parce qu'elle est compliquée, mais personne n'en veut jamais. Mais des points morts à 1,70 à 2 ans, il faut quand même faire l'hypothèse que ça aille soit très mal très vite et que la consommation s'effondre encore en Europe et qu'il y a un effet, un coup d'arrêt énorme sur les prix des services par exemple. Mais il me semble que le marché a trop tiré un trait sur la tendance récente du pétrole. Parce qu'arriver à des taux d'inflation aussi faibles, ça va être mécaniquement même très compliqué. Donc il y a une sous-valorisation, à mon avis, du risque d'inflation qui peut générer des opportunités de ce point de vue-là, mais force est de constater que c'est pas le trade de l'année, quoi. Ah ouais, non, c'était plutôt une année de, oui, effectivement, laisser l'inflation un peu derrière nous de ce point de vue-là. Comment vous voyez effectivement les choses? Puis je veux bien qu'on revienne un petit peu aussi à ce qui s'est passé sur les marchés au mois d'août, la semaine dernière. Je sais pas, est-ce qu'il y a encore des facteurs techniques? Bon, la saisonnalité de septembre, on en parle beaucoup, mais est-ce que ça peut rendre encore un peu inconfortable? Tout à l'heure, Axel évoquait d'un mot la Banque du Japon qui est contre-courant, évidemment. Et bon, on sait que la question du carré, ça a été une question sensible au cours de l'été. Est-ce que c'est nettoyé un peu, beaucoup? Est-ce que ça peut reprendre si la Fed fait 50 BP? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut mettre un nouveau de pression sur des positions de carry, etc. Eh bien, alors, je pense que plus que le risque de carry, c'est véritablement le risque vraiment au Japon d'un problème de politique monétaire. En réalité, le carry, ça corrige une partie des surperformances très impressionnantes qu'on a pu avoir ailleurs, probablement une partie sur la tech ou sur d'autres actifs qu'on a par ailleurs dans le monde. Mais compte tenu en plus de l'ampleur de la baisse spécifique au Japon qu'on a connue pendant l'été, c'est un problème qui est fondamentalement plus japonais, qui est peut-être moins important dans le reste du monde, qui est celui de la sortie des politiques monétaires très accommodantes, maintenues pendant trop longtemps. En réalité, c'est une bonne piqûre de rappel de montrer qu'effectivement, c'est très dur de sortir de ces politiques monétaires très, très accommodantes et que ça comporte plein de risques, et ce risque d'accident financier qui semble parfaitement maîtrisé et assez limité. Partout dans le reste du monde, on sent qu'au Japon, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus important. Moi, je voudrais revenir sur le volet notamment marché-action. Un des éléments nouveaux et qui justifie, selon nous, en relative prudence encore sur les marchés-actions, c'est le fait que on entre enfin aux États-Unis dans la phase de freinage, qui est finalement logique. On a à peu près atterri partout dans le monde, sauf aux États-Unis, et donc on entre dans cette phase du cycle. Et c'est la première fois, notamment la saison des publications, alors même si c'est resté très bon, c'est quand même la première fois où on se rend compte qu'il y a un décalage entre des anticipations d'analystes qui commencent à être un peu déraisonnables par rapport à ce qui est donné par les managements, sachant que ça fait déjà plusieurs trimestres où ces bons résultats de société, notamment aux États-Unis, sont soutenus par des annonces de
baisse de coûts, des programmes de réduction de coûts, etc. Et donc là, maintenant, on va entrer dans cette seconde phase, qui est classique d'une phase d'atterrissage, où on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de révisions en baisse des attentes de profit. Ça a un peu commencé, ça reste assez modéré pour le moment, mais c'est pas du tout impossible que ça s'accélère à l'avenir. Et c'est justement un des éléments importants qui a contribué à tenir les marchés actions, cette excellente qualité des résultats. On peut s'attendre à ce que, sans qu'elle se dégrade massivement, mais que ce soit un peu plus challengé. Si on regarde ce qui est attendu l'année prochaine aux États-Unis, c'est 15% de croissance des profits. Ça va être dur de faire ça historiquement avec une croissance qui est attendue à 1,7 l'année prochaine. On est plutôt sur 5-6% de croissance des profits dans cette configuration-là. Donc c'est pas impossible qu'on ait ce mouvement de révision en baisse et donc ça, qui vienne un peu endommager le sentiment côté action. Donc on pense plutôt qu'il y a des choses à faire encore du côté des marchés obligataires. Je rejoins ce qu'évoquait Axel. Nous, on se positionne encore pour une poursuite de la densification de la courbe, jouer les parties plutôt courtes pour profiter de rendements qui sont un peu plus faibles. Donc relative prudence quand même sur la prise de risque dans l'allocation. Ouais. Sur des marchés, alors peut-être non cotés, mais quoi qu'on trouve de l'immobilier coté aussi, mais l'immobilier c'est quand même un gros sujet aussi dans la baisse des taux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des vues particulières? Est-ce qu'il y a un moment d'opportunité qui se crée pour des marchés immobiliers qui ont quand même beaucoup souffert, du bureau, du résidentiel, même des marchés immobiliers de croissance, type logistique, etc. Tous ces marchés-là ont souffert. Quelles sont les vues peut-être un peu maison chez M&G de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir, Florent? Alors effectivement, il nous semble que la correction observée sur la plupart des marchés immobiliers européens est presque arrivée à son terme, compte tenu du mouvement de baisse des taux qui va s'enclencher. Et donc, on est assez tenté de conseiller à nos clients de revenir effectivement sur les marchés immobiliers européens, en particulier, par exemple, sur le résidentiel ou la logistique, qui sont les deux segments qu'on valorise tout particulièrement. Encore une certaine prudence sur l'immobilier de bureau, ça dépend des pays. Mais oui, pour nous... il est temps c'est le moment de s'y réintéresser, là. Des positions sur le marché immobilier avec plutôt un univers d'investissement européen et effectivement n'étant pas uniquement sur un seul segment. Il faut aller, comme j'ai dit, sur plusieurs segments. Donc c'est clairement un axe de proposition pour nos clients. Ouais, d'accord. Non, mais c'est important parce que taux, directeur, banque centrale, immobilier, tout ça va quand même beaucoup ensemble. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on dit oui, disons un mot de l'Europe spécifiquement, l'Europe de Mario Draghi. Donc c'est la petite phrase que je sors à chaque fois, depuis le début de la semaine. 3 mots pour sauver l'euro, 400 pages pour relever l'Europe. Ça, c'est la legacy, l'héritage que Mario Draghi offre à l'Europe. Qu'est-ce que vous retenez du rapport? Je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé dans les 400 pages, etc. Mais qu'est-ce que vous retenez de la philosophie de ce rapport et de ce que ça nous dit des défis de l'Europe et de la manière aussi dont ces défis peuvent être relevés? Peut-être qu'il est encore temps. Axel. Ça nous dit que l'Europe politique reste à construire. On a du mal à envisager le projet européen au travers d'une politique qui s'affranchisse des enjeux locaux. Donc effectivement, il va falloir consolider tout ça, peut-être au détriment des finances locales. On voit que, évidemment, l'Allemagne sera jamais prête à abandonner son statut de benchmark et à favoriser les émissions de dette jointe. Mais la France ne va pas l'être non plus. Parce que je pense que la dette européenne, surtout du point de vue non résident, deviendrait un substitut à la dette la plus liquide, qui est celle de la France. Donc voilà. Même les intérêts pour un pays comme la France de créer un benchmark européen ne sont pas évidents, vous dites. Je pense qu'on est les plus à risque de ce point de vue-là. Tous les investisseurs du monde se mettent à acheter les eurobonds plutôt que la dette française, c'est un sujet. Je pense que c'est effectivement un sujet. On voit d'ailleurs que les Japonais sont beaucoup moins présents sur l'OAT depuis longtemps. Ça s'est accéléré cet été pour les raisons qu'on connaît, mais et je pense qu'ils ont déjà ce next step en tête. Et Draghi a toujours eu, c'est un Européen convaincu, a toujours cette idée-là qu'il va falloir qu'il
qu'il y ait une politique budgétaire européenne digne de ce nom, avec un budget qui ne fasse pas quelques points de PIB, mais et ça veut dire des transferts de fiscalité. On doit d'ailleurs, à partir de 2028, inventer une fiscalité pour financer le budget, plan. Le prochain, 2028, je ne sais pas combien, oui, c'est ça. Déjà celui qu'on avait commencé, puisque en fait, les bonds les plus courts arrivent à maturité à 7 ans, donc 2021-2028. Ouais. Et il faudra à ce moment-là, normalement, avoir établi une fiscalité propre à l'UE pour rembourser ces obligations. Donc ça aurait finalement assez peu de temps pour transférer ses pouvoirs et établir quelque part... un budget, des recettes, quoi. Il faut des recettes. Et probablement un peu au détriment des États. Enfin, en tout cas, ces transferts de souveraineté, c'est toujours le principal obstacle à la croissance en Europe. Ça a toujours été, en fait. Même les fonds structurels, on n'arrivait jamais à les dépenser à cause de l'inadéquation. Manque de projets. Manque de projets et manque de coordination et de volonté politique commune, en fait. Et donc, Draghi dit ça en 400 pages, mais je pense que c'est beaucoup mieux que moi. Mais je pense que c'est vraiment le cœur du sujet, en fait. Ouais. Benoît, ça vous a intéressé, je crois, aussi, le rapport Draghi ? Oui, parce qu'il y a effectivement tout ce volet politique budgétaire, manque de coordination, mais il y a une critique absolument pas voilée de l'excès de régulation qui est identifié comme un vrai sujet qui plombe notre productivité par rapport aux États-Unis, avec des chiffres qui sont majeurs, qui sont frappants, à la fois sur le passé, mais aussi sur les grands enjeux à venir. C'est-à-dire que, notamment ce chiffre sur le PIB, où à démographie, si on répète, on a les mêmes tendances démographiques et qu'on les prolonge, et si on fait rien sur notre productivité, le PIB à 2050, il est voisin du niveau d'aujourd'hui, quoi. Donc, pas de croissance. 2050. Et il vise de façon assez explicite, notamment, la technologie et la régulation particulièrement contraignante en Europe par rapport aux États-Unis, qui aboutit à un constat où, effectivement, sur les 50 plus grandes sociétés de tech dans le monde, il n'y a que 4 boîtes européennes. Qu'aux États-Unis, les plus grandes sociétés, les sociétés qui ont dépassé les 100 milliards de capi ont quasiment été créées sur les 20 dernières années. Il faut remonter à plus de 50 ans pour voir l'équivalent en Europe. Donc il y a un vrai problème qui est lié à la productivité, et ces deux enjeux, la démographie et la productivité, sont considérables parce que c'est ce qui déterminera notre croissance potentielle à l'avenir. Et si on ne fait rien... C'est pas qu'une question de... Je vais le dire un peu vulgairement, c'est pas qu'une question de pognon, quoi. Exactement. On aura beau dépenser, il faut traiter cette problématique de productivité. Ça passe pas uniquement par de nouvelles pistes de dépenses, de nouvelles pistes d'émissions de dette commune. Ça passe, et d'ailleurs il le mentionne dans son rapport, ça passe par tout un tas de choses qui dopent notre productivité, mais un changement d'état d'esprit qui doit justement tempérer un peu le principe de précaution excessive. Il faut apprendre à prendre des risques. Exactement, et c'est un enjeu, je pense, c'est assez frappant la divergence de productivité depuis notamment le Covid entre les États-Unis et l'Europe, et je suis assez convaincu que c'est un sujet qui va être très très important. On commence à mesurer un peu l'impact de l'intelligence artificielle, de ce que ça peut nous aider justement dans les scénarios à long terme pour doper notre productivité et pour notre croissance potentielle. Une régulation excessive, ce serait se tirer une balle dans le pied sur un enjeu qui est extrêmement important. Et c'est un morceau très important de son rapport qui me semble un peu passé à côté. Enfin, on en parle assez peu. Ouais. Alors que c'est une grosse partie, justement, c'est une énorme partie du rapport. Effectivement. C'est vrai que le chiffre de 800 milliards a tout de suite focalisé les esprits et tous les yeux, à commencer du côté allemand. Les difficultés du modèle structurel allemand, vous dites, c'est pas... est-ce que ça peut pousser quand même quelque chose, ou est-ce qu'il n'y a rien d'évident d'avoir une Allemagne en grande difficulté aujourd'hui? Est-ce que ça peut être bon pour demain? Les choses vont d'abord moins bien, puis s'améliorent, y compris sur la dimension européenne, ou est-ce que c'est pas évident de votre point de vue, Axel? Pour moi, c'est pas évident, parce que c'est là que sont les plus grandes résistances à la convergence. Donc ça peut même se traduire par un repli sur elle-même de l'Allemagne. Et les priorités vont devenir dans l'adversité, extrêmement locales. L'Allemagne est mal positionnée vis-à-vis de la Chine, alors qu'elle l'a été longtemps. La dévaluation interne qui l'a beaucoup servi au début de la zone euro, elle est arrivée à sa fin, et on n'a plus cet effet d'entraînement. Donc on refuse toujours de stimuler
la conso en Allemagne. On n'y arrive pas. Je sais pas si et donc ça ne change pas. Je sais pas vraiment s'ils ont même pas l'arme budgétaire, ils veulent pas l'utiliser non plus. Donc on voit que il y a pas de. Je pense qu'ils ont toujours la conviction qu'ils sont de bons modèles et que in fine l'extérieur les sauvera. Mais l'extérieur, ce sera pas la Chine, hein, l'horizon prévisible. Et en fait, je pense que l'Europe risque de se trouver dans cet effet ciseau où la Chine a une stratégie extrêmement ciblée sur les nouvelles technologies, quitte à sacrifier la demande interne, etc. Et on va se retrouver, après avoir ouvert un gap de productivité avec les US, ouvrir un gap de productivité avec la Chine. Et donc on va, sans rien faire, je pense, décrocher. On reboucle parfaitement avec le constat de Mario Draghi, quoi. Enfin, oui, c'est ça. On met deux blocs autour de nous. Bon, un mot là-dessus, Florent, ça fait pas bouger le marché, évidemment, mais c'est vrai que c'est une piqûre de rappel. Bon, c'est du Mario Draghi dans le texte, hein, pur jus, mais... Oui, nous, il nous semble que c'est un rapport extrêmement important. D'abord parce qu'il pose le problème de manière très claire, en rappelant effectivement le risque de perdre sur le terrain de la souveraineté technologique, militaire. mais c'est le risque de tout perdre. Et également la question de la transition énergétique qui est au cœur du rapport, puisque effectivement, si on bouge pas, on perd sur tous les tableaux. Il faut de l'énergie pour maintenir cette souveraineté technologique et militaire. Et au cœur de tout ça, effectivement, se place la question de la productivité. Et le rapport est effectivement intéressant en ce sens qu'il rappelle à quel point il est important de travailler sur l'architecture européenne avec l'approfondissement de l'union des marchés de capitaux, des réglementations plus favorables à la prise de risque. Mais effectivement, il jette aussi un pavé dans la mare d'un certain point de vue en indiquant explicitement que la dérive des budgets ou l'approfondissement des déficits n'est en soi pas problématique si cet approfondissement des déficits est tourné vers l'investissement productif. Et c'est vrai qu'au sein de l'Union européenne, il y a un vrai débat sur cette question. L'Union européenne s'est construite sur un logiciel économique très orthodoxe où on a mis en avant effectivement la maîtrise des déficits. Et donc Draghi opère une seconde révolution après avoir à la tête de la BCE opéré une première révolution et finalement fait la démonstration qu'on pouvait utiliser l'arme monétaire pour soutenir l'économie, mais il manquait finalement le volet investissement. Et donc là, il met un point final à son œuvre en disant on va maintenant coupler finalement l'usage de la monnaie avec un volontarisme industriel très très fort. Et c'est vrai que la force de l'Union européenne, c'est la monnaie unique, qui a fait la démonstration que finalement elle était une alternative très crédible. Et donc la question qui pose, c'est pourquoi se priverait-on, comme les Américains, d'utiliser cette monnaie pour financer des investissements productifs. Il a le privilège de l'euro, alors exactement. Et nous pensons qu'il a raison de poser le problème en ces termes. Voilà. On mesurait que le privilège du dollar, c'est ce qui permet aux États-Unis de s'endetter sans être stigmatisés d'environ 20% de plus que n'importe quel autre État dans le monde. Voilà. C'est ça le privilège du dollar aujourd'hui pour les États-Unis. À l'échelle de la zone euro, c'est possible. Bien sûr. Mario Draghi est là pour nous le rappeler. Merci à vous trois, messieurs Florent Delorme, M&G Investments, Axel Bott, Ostrom Asset Management et Benoît Pelloual, Natixis Wealth Management. C'est notre rendez-vous mensuel pour vous livrer les dernières tendances sur les marchés, l'industrie des ETF. Nous profitons chaque mois de l'observatoire Yomoni, créé il y a de nombreuses années maintenant par Yomoni, et son directeur des investissements, Olivier Malteste, est à mes côtés pour en parler. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. On fait le point sur l'été, c'est ça? Juillet-août, on a panaché les 2 mois d'été effectivement pour regarder un petit peu ce qui s'est passé déjà du côté des flux ETF en Europe, Olivier. Oui, alors c'est 2 très bons mois. Le mois de juillet a été très très fort, parce qu'on avait environ un peu plus de 21 milliards, 21 milliards 6 de collecte sur les ETF. Donc c'est un très très bon mois de juillet. Et août, et dans la même lignée, on est à environ 20 milliards de collecte sur le mois d'août. C'est un très très bon cru 2024. Depuis le début de l'année, on est à plus de 140 milliards de collecte sur les ETF. Au même moment, en 2023, on était à 106.
et sur toute l'année 2023, on était à 167. Donc on voit qu'on est parti certainement pour faire, si ça continue comme ça, faire une année record historique sur les ETF. Ouais. Donc voilà, Il n'y a pas de pause estivale. Enfin, non, mais c'est intéressant parce que c'est des mois avec des flux, comme vous dites, qui sont conséquents par rapport à des mois de l'année qui sont des mois d'activité réguliers, quoi, on va dire. Là, il n'y a pas de pause sur les ETF l'été, quoi. Chaque fois qu'il y a des rotations des mouvements de marché, la gestion active toujours dit c'est le moment des gérants actifs, et on voit quand même que les flux sont restés très, très importants, même pendant l'été, sur la gestion. Ça permet aussi d'être tactique, parfois, les ETF. Ah oui, on est d'accord avec ça. Évidemment, vous ne seriez pas là sinon, Olivier. Si on regarde un peu par classe d'actifs, qu'est-ce qu'on peut dire de la décomposition de ces flux, Olivier ? Donc là, on a la somme sur les 2 mois. Donc évidemment, une très grosse collecte actions avec un peu plus de 25 milliards et une collecte obligataire de 13 milliards. Si on rentre un peu plus dans le détail sur les 2 mois, ce qui a noté sur le mois de juillet, c'est qu'on a une forte collecte obligataire, puisqu'on avait environ un peu plus de 10 milliards du coup en actions pour 8 milliards et demi en obligataire. Donc en général, ça collecte toujours plus sur les actions, sur les obligations, à part sur des moments un peu particuliers comme en 2023. Mais le mois de juillet était très fort sur les obligations, et on est revenu sur quelque chose d'un peu plus normal en termes de actions-obligations sur le mois d'août, avec 14 milliards au mois d'août sur les actions pour 4 milliards et demi sur les obligations. Donc très très forte collecte, on l'a dit déjà. Matières premières, donc les 2 mois, juillet-août, ont été mois de décollecte sur les 2 mois, alors qu'on avait eu juste avant 2 mois de collecte. On revenait sur la collecte positive. Alors, ça a beaucoup baissé quand même pendant l'été, les matières premières d'ailleurs. Et quand on regarde vraiment ce qui a baissé, c'est les métaux précieux et en particulier l'argent. L'or a collecté un petit peu sur juillet et plutôt flat sur le mois d'août. C'est vraiment les métaux précieux et spécifiquement l'argent lorsqu'on regarde vraiment les et l'or à $2600, il y a pas. On a beaucoup parlé des investisseurs asiatiques, etc., les ETF Asie, etc. Mais j'entendais ces derniers temps que c'est dans les produits qui permettent en Europe de s'exposer à l'or, ça commençait. On voyait quand même des particuliers arriver. C'est pas si spectaculaire que ça, vous nous dites. On a eu des mois où alors que l'or continuait de monter, on avait des collectes. Et en plus, ETF, mais je me souviens très bien. Voilà, oui, bien sûr. Ensemble. Et donc juin, c'était revenu un petit peu, juillet aussi, mais vraiment de manière très faible. Et août, en fait, c'est plutôt flat. Donc c'est toujours pas les ETF qui viennent qui drive le flux sur l'or aujourd'hui. Sur la partie action, qu'est-ce qui a intéressé le plus les investisseurs dans cet univers-là, Olivier ? Globalement, on est resté sur les grosses capitalisations de manière mondiale, plutôt couvertes aussi en change. Donc ça c'est resté vraiment la grosse tendance sur juillet et août. Ce qui est un petit peu à noter en termes de collecte sur juillet, ça a été une percée, une tentative sur les petites capitalisations américaines. On l'a vu en juillet, on ne l'a pas vu en août, donc ça s'est arrêté en termes de vraiment de gros flux de collecte. Donc cette petite tentative-là. Et là, ce qui revient en août plutôt, c'est les grosses capitalisations européennes. Donc voilà, on espère que pour l'Europe que ça bien sûr. Mais en tout cas, il y a une tentative. Nos indices ont remarqué des sommets. Il y a un beau retour. Et puis les actions émergentes aussi reviennent un petit peu sur ce mois d'août. Mais voilà. Et en termes de rachat, par contre, là, il n'y a pas vraiment de grosses tendances. C'est-à-dire qu'entre juillet et août, on a des vraies différences sur ce qui a le plus décollecté en termes ETF. En juillet, on a vu de la décollecte sur la Chine, de manière relativement importante sur les actions chinoises, les services de santé aussi. Et en août, plutôt sur les services financiers et les grosses capitalisations vraiment sur la croissance. Je pense qu'il y a eu des gens qui sont sortis certainement sur la tech aussi en début août, c'était compliqué pour que ça revienne. Et donc il y a eu, ça s'est vu sur les flux des ETF, sur la croissance sur les grosses capis. Bon, intéressant quand même la tentative sur les small caps, parce qu'on va bientôt finir le 3e trimestre. Aux États-Unis, en tout cas, le Russell 2000 risque de faire une meilleure performance trimestrielle que le S&P 500. À confirmer encore, il reste quelques séances d'ici là. Il y a beaucoup de retard, on le sait. Donc on attend vraiment un moment où les flux vont revenir. On voit plusieurs fois des petites tentatives, mais pour l'instant, ça se prolonge pas de manière consécutive sur plusieurs mois. Il n'y a pas une tendance en termes de flux de ce point de vue-là sur les ETF. Bon, un mot rapide de l'ESG pour nous dire que oui, ça reste assez plat. Je vois. Ça reste très très faible au niveau des volumes ESG. Sur le mois de juillet même en action, ça a légèrement décollecté par rapport au traditionnel. Donc on est vraiment sur une année qui est toujours très très en berne. Donc décollecte en juillet sur les actions. 2% de la part de la collecte action va sur l'ESG au mois d'août. Donc vraiment très très faible. L'ordre de grandeur en termes de répartition sur les assets, sur les encours, c'est de l'ordre de 20%, comme vous le voyez. Et sur le côté obligataire, on est à 19% de collecte qui va sur l'ESG en juillet et 16% sur le mois d'août. Donc c'est vraiment, c'est faible et c'est en dessous des encours. Donc c'est une légère baisse de part de marché de l'ESG toujours via les véhicules ETF.
Un mot du palmarès des acteurs, hein, de ceux qui émettent des ETF. BlackRock est toujours leader, je vous laisse me le confirmer, Oui. Olivier. Le jour où ce ne sera plus le cas, comme dit, on fera une émission spéciale. Non, la vraie nouveauté, c'est les négos entre AXA IM et BNP Paribas Asset Management. Deux petits poids dans le monde des ETF. Tout à fait. Mais qui se connaissent bien. Qui se connaissent bien, oui, parce que pour les gens qui suivaient depuis très longtemps déjà le marché des ETF, donc c'est assez vieux, hein, ça a presque 20 ans, mais il faut se souvenir que quand BNP est arrivé sur le marché des ETF, ils l'ont fait en partenariat avec AXA au début, donc ça c'était 2005, ils avaient créé la marque Easy ETF ensemble, avant que 4 ans après, AXA revende sa participation directement à BNP, et BNP du coup était resté complètement acteur. Amusant aussi, c'est que l'année dernière, AXA est revenu sur le marché des ETF Oui, avec le biais, on avait parlé avec le biais des ETF actifs, c'est ça. ce que fait aussi un petit peu BNP sur le côté ESG, hein, donc il se retrouve aussi là-dessus. Et là, donc évidemment, sur toute la fusion de l'asset management, hein, sur la partie asset management, c'est une partie un peu plus anecdotique sur le côté ETF. Oui. C'est rigolo de voir, ce sont deux acteurs qui se connaissent déjà historiquement, qui s'étaient quittés sur le côté ETF et qui vont a priori se retrouver parce qu'ils sont. J'ai l'impression que c'est sur cette partie-là que ça posera le plus de problèmes. Ils seront très contents de se retrouver sur cette partie où ils sont quand même un petit poids, au regard d'ailleurs des tailles respectives de leur maison mère. Hein, oui, voilà. côté AXA, c'est une quinzaine d'ETF aujourd'hui présents, donc ils auront des fusions. Ce qu'on peut dire aussi, hein, c'est qu'au niveau UBS, parce qu'il y avait une autre fusion qui est Bien UBS, sûr, une fusion qui s'est faite un peu dans la douleur, on va dire. Et ça y est, hein, sur la partie ETF, les ETF UBS et Crédit Suisse sont fusionnés. Hein, D'accord. Il n'y a plus que la marque UBS. Et ça s'est fait aussi pendant l'été, ça s'est terminé pendant l'été. Donc ça, c'est en termes puisqu'on parlait fusion, consolidation. Bien sûr. On le voit entre le moment où ça se fait et le moment où après dans les gammes, ça se termine, puisque là ça aussi... prend du temps. Amundi vient juste de terminer complètement la refonte de la gamme avec Lyxor. Ça y est aussi, c'est achevé. On voit que ça prend après du temps, le temps d'analyser et puis de faire fusionner les ETF ou les fonds. On verra d'ailleurs si ça a pu avoir un impact dans la commercialisation des produits. Vous connaissez bien l'industrie. D'être dans cette période où il faut refondre la gamme, est-ce qu'on active un peu moins derrière? Enfin, est-ce que la commercialisation est forcément un peu plus compliquée? Ou c'est des pros, hein, donc... Oui, alors c'est des pros. Alors, ça réfléchit, évidemment. Souvent, là, ce qu'ils ont fait côté Amundi et Lyxor, hein, c'est qu'ils en ont profité pour doublonner avec d'un côté ESG et non ESG. Donc ils en ont profité. Ils ont la version ESG et la version non ESG. Ils en ont profité pour réfléchir comme ça sur développer leur gamme ESG. Après, pour les clients, les investisseurs, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'à chaque fois, il y a des refontes, il y a des déplacements de juridiction. Donc il faut à chaque fois s'adapter, vérifier les modifications qui ont été faites sur les ETF. Donc ça demande un petit peu de travail. Et on voit, hein, ça prend du temps, parce qu'évidemment, il faut réfléchir cohérence de gamme pour des gros acteurs. Et voilà, parce que la fusion Amundi Lyxor, ça fait déjà quelques temps qu'elle est effective. Oui, bien sûr. Et là, ils viennent juste d'achever complètement la migration. Oui, ça aura mis 12-18 mois facile, hein, c'est ça, un bon 18 mois, oui. 18 mois. Effectivement. Oui, 2 ans, quoi. Pour dire les choses. Bon, on finit avec votre positionnement, hein, pour le compte des clients de Yomoni, les portefeuilles que vous supervisez. Olivier, voilà, quels sont les enseignements un peu de l'été et de cette rentrée aujourd'hui pour l'investisseur là? Alors nous, on redevient un peu plus défensif. Hein. On était redevenu neutre il y a quelques mois. Là, sur un positionnement 50-50 équilibré, on est plutôt passé à 55% obligataire, 45 actions. En fait, on trouve que le marché a besoin de souffler certainement. Alors, il y a toujours l'effet septembre et ainsi de suite, mais on a du mal à voir vraiment ce qui pourrait sur les prochains mois. Donc, c'est tactique. Hein. C'est pas du tout une inquiétude sur du long terme. C'est vraiment tactique, mais on a du mal à voir le catalyste qu'il pourrait y avoir sur les marchés actions, qui ont quand même bien performé. On pense que la Fed ne fera que 25 points de base et on espère qu'elle ne fera que 25 points de base. Alors, vous seriez perturbé qu'elle fasse 50? Oui, je sais que vous vous dites, mais en fait, la Fed ne voit pas plus de choses que nous. Mais j'en sais rien. En tout cas, on pense que le marché n'interpréterait pas ça forcément très positivement. Donc, on reste plutôt prudent. On a coupé complètement nos paris. On avait un pari technologique un peu plus marqué. Ça, on est complètement sorti. On est déjà bien exposé niveau indice, avec le poids des technos, notamment. D'ailleurs, c'est l'autre partie du marché qui performe bien aujourd'hui. Tout à fait. On était long aussi plutôt sur un pari santé qui commence à bien payer et qui remplit bien son rôle. Et ce qu'on commence à faire aussi, c'est à faire une rotation avec des indices, notamment sur les US, des indices plutôt équipondérés, pour arriver un petit peu à, là aussi, s'alléger un petit peu sur le côté techno. Profiter de la diffusion du rallye, c'est ça, du marché. On veut bénéficier un peu de cette rotation qu'on a pu avoir à partir du mois d'août. Et on veut réduire un petit peu ce risque-là. On reste confiant sur du long terme. On a eu ce pari très longtemps. Mais là, de manière tactique, on se dit que septembre-octobre peut être un peu plus compliqué, un peu plus nerveux. Donc, on se protège un petit peu. Les performances sont bonnes. On en profite pour alléger la tech américaine, on va dire,
le résultat de la petite élection qui nous attend début novembre, peut-être que ça peut aussi changer un peu les choses. Merci beaucoup Olivier, merci de venir nous voir chaque mois et nous apporter tous ces insights, tous ces éléments précieux venus de l'intérieur de l'industrie ETF, et vous êtes le directeur des investissements de Yomoni. Olivier Maltès était avec nous en plateau.